Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours de Java et comme promis nous allons aborder une autre notion du langage et plus particulièrement même de la programmation orientée objet puisque nous allons parler d'héritage. J'en avais légèrement parlé dans les vidéos précédentes avec toutes les notions qu'on a déjà abordées jusqu'à présent. Je vous ai expliqué que ce principe, en fait cette notion d'héritage était déjà présente par rapport aux différentes classes que nous avons utilisées jusqu'à présent, notamment pour les chaînes de caractères, tout ce qui était lecture de données et ce genre de choses. Alors je vais vous montrer bien sûr au travers d'un code et de pas mal d'exemples pour pouvoir illustrer un petit peu ce principe là, que vous voyez à quoi ça sert, comment ça se présente et comment on met en place justement un système d'héritage au niveau de notre code. Alors l'héritage en programmation, c'est un petit peu comme l'héritage on va dire entre des personnes, c'est pour créer en fait une relation, d'accord, entre différentes classes. On va voir un petit peu comment. Alors on va partir d'un exemple de départ très simple. Alors je vais déjà vous montrer en termes de fichier. Donc j'ai un fichier ici pour l'application, d'accord, qui est en fait celui-là. Donc c'est une simple classe habituelle avec la méthode main, d'accord. Et j'ai deux classes, donc une classe pour représenter un cheval et une classe pour représenter un Pégase. Voilà. Donc toutes ces choses qui sont marquées ici ne sont que tout simplement des notions déjà vues. D'accord. S'il y a des parties au niveau de ce code que vous ne comprenez pas, il faudra penser à revenir sur les anciennes vidéos parce que ce ne sont que des choses qui ont été abordées dans les vidéos précédentes et que normalement vous êtes censé savoir faire et censé avoir assimilé. Pour montrer un petit peu au niveau vite fait de l'architecture, enfin en tout cas de l'organisation des fichiers, j'ai simplement fait un package, d'accord, entity, etc. et j'ai mis mes deux classes ici. Voilà, donc ça j'aurais pu très bien m'en passer, mais comme vous avez appris à utiliser des packages, ça faisait pas de mal de faire un petit rappel dessus au niveau de la syntaxe, tout ça. Voilà pour cette partie. Donc comment que ça se présente? En gros, nous avons donc une classe qui va représenter une entité, donc un cheval, d'accord, donc avec un constructeur très simple. Ce cheval, donc on va simplement on peut créer des instances de ce cheval en mettant simplement un nom, d'accord, et il va avoir une position, donc avec des coordonnées en fait x et y. Donc on peut imaginer par exemple un cheval positionné sur une interface en deux dimensions, et du coup cette interface de dimensions, pour le positionner, on aura du coup sa position en x et en y. À partir de là, la seule chose qu'il est capable de faire ce cheval, c'est de se déplacer. D'accord, il possède une méthode move qui lui permet de se déplacer donc avec une autre coordonnée à une autre coordonnée en x et y. Et j'ai mis un petit message là pour voir que on a bien fait ce changement là au niveau notamment des attributs qui sont disponibles là. Mais bon, à la rigueur, on n'a même pas besoin de les voir pour comprendre comment fonctionne cette classe. Pour le Pégase, on se retrouve un petit peu avec la même chose, d'accord, avec un nom ici pour le constructeur, mais nous avons une autre coordonnée qui arrive, qui est la coordonnée, donc la position en z. Ce Pégase peut également se déplacer, d'accord, donc à terre en fait, de manière terrestre, x et y, mais il peut aussi voler. Et à partir du moment où il vole, en fait, il va prendre de l'altitude, donc on va pouvoir le déplacer en fait sur cette coordonnée z, d'accord, donc lui il sera sur un environnement en 3 dimensions, ok. Donc il peut se déplacer en 2 dimensions, mais il peut également prendre de l'altitude et voler, contrairement au cheval. Voilà comment se représente ce code. Donc au niveau de ma méthode main, j'ai tout simplement créé une instance de cheval, d'accord. Je l'ai fait se déplacer avec la méthode qu'on a ici move. J'ai fait la même chose pour un Pégase, se déplacer et voler, d'accord, tout simplement. Donc encore une fois, tout ça c'est juste du rappel, ça permet comme ça, j'en ai profité avec cet exemple de code pour vous faire pas mal de rappels sur la syntaxe, sur pas mal de choses qu'on a vues précédemment, la création de classes, les attributs, les méthodes, et notamment l'utilisation de package, d'accord, d'organiser tout ça sous forme de package. Pour l'héritage, du coup voilà un petit peu le schéma qu'on obtiendrait au niveau de la représentation, d'accord, de cette organisation, pardon. Au niveau de Java, on va utiliser pas mal d'objets, c'est-à-dire quand vous avez vu, on utilisait pas mal de classes, string builder, string buffer, on avait pas mal d'exemples comme ça. Et au niveau de Java, comme c'est un langage qui utilise le paradigme objet, toute classe de ce type en fait hérite, c'est-à-dire qu'en fait elle appartient à une classe qui est au-dessus de toutes, qui est tout simplement la classe object, ici. Alors je l'ai représenté ici parce que c'est la classe de Java. D'ailleurs si vous consultez la documentation officielle, vous verrez que dès que vous allez faire rechercher en fait une classe de la documentation, on vous indiquera en fait qu'elle spécialise, donc elle s'étend par rapport justement à cette classe objet, qui est vraiment la classe de départ pour toutes. Donc comment il faut le comprendre? Tout simplement de dire que alors les classes qui appartiennent à Java, d'accord, qui sont déjà natives, héritent évidemment de cette classe là, et vous aussi. D'accord, quand vous allez en fait créer une classe, même si dans votre code vous ne l'indiquez pas, nulle part on indique en fait qu'on étend ou qu'on a une classe qui hérite de object, mais elle se fait automatiquement, d'accord, implicitement au niveau de la compilation, Java va rajouter tout simplement la spécialisation depuis cette classe là.
Donc voilà comment on peut représenter ça sous forme de schéma. On peut dire bah, nos classes ici, Horse et Pegasus, sont en fait des classes qui héritent de Object. Donc tout ce que possède cette classe ici, d'accord, qui est une classe de Java, eh bien nos classes à nous peuvent et pourront en tout cas les utiliser. Que ce soit les attributs, elles auront les mêmes attributs et les mêmes méthodes, d'accord. Ici on peut imaginer que c'est une classe mère, d'accord, et que toutes les classes filles possèdent tout ce qu'a la mère. Donc ses attributs, c'est-à-dire son comportement, et ses méthodes, c'est-à-dire les services qu'elle peut faire. Voilà, donc ça c'est des choses très très importantes. Donc voilà la relation qu'on aurait, alors sans parler de cet héritage-là, d'accord, cet héritage-là pour le moment il ne nous intéresse pas, c'est juste qu'il fallait que vous sachiez qu'au niveau de Java, quand vous créez une classe maintenant, et puisqu'on aborde le sujet sur l'héritage, eh bien tout dépend, d'accord, tout s'étend à partir de Object, d'accord, à chaque fois vous créez une nouvelle classe. Mais nous ce qui nous intéresse c'est que ici on n'a pas vraiment de relation d'héritage entre un cheval et un Pégase. Pourtant on se rend très vite compte, rien qu'au niveau du code déjà, eh bien qu'un cheval ici et un Pégase par rapport à la représentation que j'ai faite sont assez similaires, d'accord. On peut très bien se dire qu'un Pégase en fait bah, c'est une sorte de cheval mais qui a des choses en plus, c'est-à-dire qu'il peut tout faire et possède le même comportement qu'un cheval, à la différence que lui en plus de ça il peut voler. D'accord, c'est une petite chose qu'il a supplémentaire. Donc moi j'aimerais changer cette relation, et c'est là que va intervenir justement ce principe d'héritage, de ne pas dire bah, je crée des chevaux, un cheval à part, et je crée un Pégase à part, mais je veux pouvoir créer un cheval, et si je crée un Pégase, bah, je veux qu'en fait mon Pégase ce soit un super cheval, en gros. C'est-à-dire que c'est un cheval qui a pas mal de choses, et y compris des méthodes ou éventuellement un comportement en plus que le cheval lui n'aurait pas. Donc pour faire ça, alors au niveau du schéma, en gros je vais obtenir tout simplement, donc je vais déplacer cette partie là, voilà, on voudrait tout simplement avoir ce genre de relation, en gros. Donc là c'est vraiment pour schématiser, alors bon je vais pas l'effacer ici, hein, peu importe. En gros voilà le genre de schéma que je voudrais avoir, voilà, ce genre de choses. Alors il faut fonctionner véritablement peut-être à l'envers de ce que vous pourriez penser en termes de logique, c'est-à-dire que vous seriez peut-être tenté de vous dire bah, le Pégase comme il a plus de choses, il est mieux entre guillemets que le cheval, donc il serait au-dessus. Sauf qu'en réalité, il faut fonctionner différemment. Plus vous allez en haut, plus vous avez les, on va dire, les entités les plus basiques. Et plus on descend dans l'arbre, comme ça, de l'héritage, et plus les classes qui en sortent ici sont spécialisées, donc possèdent de plus en plus de choses. En gros, ici, Horse a tout ce que possède Object, et ici, Pégase, d'accord, le Pégase aura tout ce que possède Horse, qui lui-même possède déjà tout ce qu'il y a Object. Donc Pégase possédera bien évidemment tout ça. D'accord, donc il y a vraiment un principe comme ça de hiérarchie, où plus vous allez comme ça au plus bas dans les classes, et plus elles possèdent tout ce qu'ont les classes en haut, d'accord, dont elles dépendent. Et comment on va créer cette relation au niveau du code, parce que là maintenant je vous ai expliqué le principe, je vous l'ai schématisé, et maintenant il faut voir au niveau du code Java comment on représente ça, d'accord, en termes de syntaxe, c'est très simple. Alors on va garder nos deux fichiers de classe, pas de problème à ce niveau-là. Par contre, au niveau du Pégase, on va dire qu'il étend, extends, on va utiliser ce mot-clé là au niveau de la définition de la classe, Horse, donc c'est-à-dire notre classe cheval. Et là il va y avoir évidemment pas mal de petits changements au niveau de cette notation, et notamment pas mal de choses qui vont changer. Premièrement, comme je l'ai indiqué ici au niveau du schéma, du coup bah ça, alors on peut l'enlever, en gros, voilà, puisque implicitement à partir du moment où on a cette relation d'héritage, eh bien on sait que Pegasus il possède en fait la capacité de se déplacer, d'accord, de manière terrestre, c'est-à-dire avec move. Donc ça, pas besoin quelque part de le refaire. Donc on va pour le moment le mettre en commentaire au niveau du Pégase. Je vais vous expliquer pourquoi je le commente et que je le supprime pas tout simplement, parce qu'on va revenir un petit peu dessus après. Hop, voilà ici. Alors, comment que ça se passe? On est d'accord que le cheval, il demande simplement un nom, il va se construire donc suivant un nom, et ici on a passé des valeurs brutes pour la position X et Y. On voit que ces informations sont là. Alors là, on voit que les attributs sont passés en privé. Le problème c'est que s'ils sont privés, ça on en avait parlé, ils vont être privés en fait suivant la classe, c'est-à-dire que la classe bah, elle gardera ses attributs pour elle. Mais nous, on veut pouvoir comme ça véritablement créer cette relation ici d'héritage. Donc un cheval, pour nous, bah, c'est pas choquant en fait par exemple qu'un Pégase ait accès aux attributs du cheval, puisqu'il est censé lui-même les avoir. Notre Pégase doit avoir les coordonnées X et Y et un nom, que possède de base le cheval. Donc plutôt que d'utiliser le mot-clé private, on va introduire un nouveau mot-clé par rapport à l'accès aux attributs. On avait vu private, on avait vu public, hein, j'en avais parlé concernant les méthodes notamment, y compris le constructeur ou les classes ici. Et le nouveau mot-clé qui va être introduit est protected. Protected, c'est tout simplement le même niveau d'accès que private, sauf qu'on va permettre par contre d'ouvrir l'accès en fait aux classes qui font partie d'une hiérarchie comme ça d'héritage. D'accord ? Donc c'est privé,
sauf pour les classes qui héritent, d'accord, entre les autres, d'accord, qui ont un lien comme ça d'héritage, une relation d'héritage entre elles. Donc on va le mettre pour tout, puisqu'on veut que notre Pégase, il ait ces 3 informations-là. Du coup, pas besoin ici de faire de la redondance, c'est-à-dire que comme il possède tout ce qu'il y a le cheval, bah, toutes ces informations-là, on peut les enlever. D'accord? On garde simplement l'attribut que lui, il a en plus. Parce que d'accord, on est bien d'accord qu'ici, le cheval, lui, il n'a pas de coordonnées Z. Mais le Pégase là, donc on met simplement cette information-là. Et au niveau de cette création, vous voyez que là, on a le même, au niveau de la construction, un petit peu la même chose. D'accord? Donc ça, en réalité, on le fait déjà au niveau de la création du cheval, au niveau de son constructeur. Donc en gros, ce qu'on va faire au niveau du code, quand vous allez instancier, donc ça c'est au niveau de la programmation tel que ça se passe, quand on va créer ici un Pégase, en réalité, on va appeler le constructeur de cheval, d'accord, qui va créer toute la partie en fait cheval, et ensuite on ajoutera éventuellement ce qui permet la construction d'un Pégase, puisqu'en fait un Pégase se construit en partie suivant la construction d'un cheval. Alors j'essaie d'être assez clair, c'est pas évident de trouver les bons mots pour l'expliquer, mais heureusement moi avec le code et le schéma, on peut le faire comprendre. En gros, on va pas dire, tu vas créer un cheval qui possède une coordonnée, donc un nom et X et Y, et ensuite tu crées le Pégase qui aura un nom X et Y. Sinon on aurait 2 instances, et on aurait en tout cas 2 animaux différents, donc ça n'irait pas. On dit simplement, notre Pégase, il possède une partie des choses qu'a un cheval, c'est-à-dire un nom, une coordonnée X, une coordonnée Y. Donc on va utiliser le constructeur de cheval, puisqu'il crée déjà tout ça. Mais par contre, comme le Pégase a besoin d'une coordonnée Z, on l'ajoutera en plus. Donc c'est très simple pour faire ça. Vous voyez qu'ici on a toutes ces informations là. Et bien il suffit simplement ici, donc non pas de passer ce code là, mais d'utiliser le mot super, d'accord, qui va simplement faire référence en fait au constructeur supérieur. D'accord, super, ça veut dire en fait quand on utilise super ici pour le Pégase, ça veut dire tu vas utiliser le constructeur sur la classe qui vient tout juste au-dessus, donc la classe parente. Donc il va utiliser le constructeur pour le cheval. D'accord, et on lui passe le nom. Pourquoi on lui passe ce nom? Parce que je rappelle que pour construire un cheval, on a besoin d'un nom. Très important. Et ici, ça, on ne les donne pas, puisqu'on les met ici arbitrairement. Voilà, on ne les fait pas passer en paramètres pour avoir quelque chose de dynamique. Donc juste ça. Et à la suite, je fais ça. Donc même si on a l'impression que ça n'est pas présent pour le code, à la fin, votre Pégase, il aura bien un nom, une position en X, une position en Y et une position en Z. C'est juste que pour la position en Z, on le fait directement là. Et pour le reste des informations, comme un cheval est déjà construit avec ces informations-là, on passe par son constructeur. D'accord, ça évite de répéter le code et ça évite d'avoir des choses comme ça toutes mélangées. Là, on peut laisser en private puisque je ne vais pas créer de choses, je ne vais pas étendre en fait la classe Pégase. En gros, quand je dis que je ne vais pas étendre la classe Pégase, je veux dire qu'il n'y aura rien qui va se spécialiser par rapport à un Pégase. D'accord, elle sera une classe en fait terminale. En fait, il n'y aura rien de plus. Et on verra d'ailleurs qu'il y a des petits mots-clés pour dire voilà qu'on a une classe qui n'est pas étendable. On peut utiliser un certain mot-clé en Java pour faire ça. Donc là, on a du coup un meilleur comportement. On a géré au niveau de la construction, d'accord, des objets, et notamment au niveau des attributs. Et on va passer maintenant au niveau des méthodes. Ici, on voit par exemple que le Pégase, au niveau de mon code là, à un moment j'utilise la méthode move. C'est pour ça qu'ici je l'ai commenté, puisqu'on n'a pas besoin de la réécrire, en fait, puisque quand on va vouloir ici dire que le Pégase il utilise la méthode move, qu'est-ce qui va se passer? Le langage va chercher une méthode move au niveau du Pégase. S'il n'en trouve pas, il va dire on va voir si ta classe mère elle en a une. Donc il va remonter à la classe mère comme s'il faisait un super en fait, et il va chercher une méthode move pour celle-là. Alors évidemment si on n'avait pas il y aurait une erreur, mais là il va la trouver, donc il va utiliser la méthode move ici. Par contre si on veut faire déplacer ici le Pégase différemment, là du coup vous devrez réécrire la méthode et on fera du coup une redéfinition, d'accord, on va redéfinir en fait la méthode move pour dire notre Pégase il peut se déplacer comme un cheval mais il va le faire différemment, donc du coup on réécrit la méthode. Donc là il faut pas que j'ai le même code. Si vous avez le même code dans vos deux classes, ça sert à rien de faire une redéfinition, autant supprimer tout ça. Par contre si le code là diffère de ce que vous avez dans la classe mère, vous pouvez faire une redéfinition, donc il faudra le réécrire. Alors moi la seule chose qui va changer au final, alors c'est peut-être le texte qui est un petit peu différent, parce que du coup le problème c'est que j'aurais dû, parce que là je précise Pégase etc, donc c'est pas forcément génial, j'aurais dû utiliser une information pour ça, parce que là je vais avoir ça, ouais j'aurais dû avoir cette information là, parce que là, du coup on va voir le cheval se déplace alors que c'est un Pégase, donc j'aurais pas dû mettre mon texte ici.
Bah écoutez, on va laisser comme ça. Voilà, comme j'ai ça, bon, comme c'est du code identique, je devrais pas faire une redéfinition. On va laisser. On va mettre, sinon l'animal se déplace. Parce que j'aurais dû du coup sortir le texte en fait pour ne pas l'avoir ici. Parce que je veux pas avoir une redéfinition là, personnellement j'en veux pas. Voilà, pour vous montrer que ça fonctionne en fait. Qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Ok, voilà donc move, fly. Fly, bon bah vous voyez que le cheval peut pas voler, mais le Pégase pas de problème, donc il pourra l'utiliser. Donc il faut bien comprendre que ici quand on fait un move, en fait c'est pas quelque chose qui appartient directement au Pégase, ça appartient à sa classe mère, donc à la classe cheval. Mais comme il en hérite, comme il étend la classe cheval, horse, eh bien il peut utiliser les classes de horse, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors on va tester. D'ailleurs oui, j'aurais pu tester le code avant, mais bon c'est pas grave de toute façon. Normalement si j'ai bien importé mes packages c'est bon, ça devrait fonctionner. Voilà, donc l'animal se déplace, donc ça c'est le déplacement du cheval, d'accord, le premier, c'est celui-là, hein. 167 428, on peut vérifier. Ensuite on a créé un Pégase, on le fait déplacer en 33 146 et après on voit qu'on le fait voler. Donc le Pégase s'élève dans les airs, z égale 466, ça correspond à ce que j'ai mis. Voilà, donc on a véritablement cette relation qui se fait, d'accord. On n'a plus cette fois-ci deux classes qui sont indépendantes, on a une relation d'héritage pour dire bah voilà, le Pégase c'est une sorte de cheval. Et si vous êtes capable par exemple quand vous avez un code de dire bah, qu'une classe est une sorte d'une autre classe, c'est que généralement dans 99% des cas vous allez pouvoir créer, définir une relation d'héritage. Si vous pouvez vous dire ce genre de choses. Par exemple, je sais pas moi, véhicule volant c'est une sorte de véhicule. Si vous avez fait par exemple une classe véhicule et une classe véhicule volant, bah, tout de suite on comprend que véhicule volant va étendre véhicule, ou ce genre de choses. Ou dans un jeu vidéo, on a un combattant et puis vous avez un magicien. Si votre magicien est une sorte de combattant, eh bien un magicien est une classe qui va étendre la classe combattant. Vous voyez un petit peu le principe, et ça fonctionne pour tout. Alors là, ça représente des entités, l'héritage, c'est-à-dire bah, vous voyez des choses bien définies, mais on n'est pas obligé de représenter les entités. Ça peut être des concepts, ça peut être des idées ou ce genre de choses. Par exemple, si vous vouliez développer un lecteur audio, vous pourriez avoir une classe, par exemple, pour la partie gestion du son. Ou alors pour la partie ensuite au niveau des différents états, d'accord, du son. On n'est pas obligé d'avoir forcément que des entités, d'accord. On peut avoir par exemple pour un jeu aussi, on aurait une classe qui va gérer le réseau, on peut avoir une classe qui va gérer tout ce qui est enregistrement dans des fichiers pour faire des sauvegardes, une classe pour gérer du classement, une classe pour gérer le multijoueur. Bref, on n'est pas obligé d'avoir forcément une classe qui représenterait une entité qu'on pourrait par exemple vous trouver dans, qu'on pourrait en fait comment dire, concrétiser réellement. De dire bah tiens on crée un joueur, on crée une maison, on crée une voiture, d'accord. Vous voyez pas forcément une classe pour ce genre de choses. Je l'avais déjà d'ailleurs expliqué sur la vidéo pour la construction d'une classe. Donc on peut vraiment créer plein d'autres choses. Et après, bah, quand vous voyez qu'une relation peut se faire entre deux classes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, petite indication par contre, on ne peut pas dire qu'une classe étend plusieurs classes à la fois. Par exemple, il ne serait pas possible ici de créer une autre classe, je ne sais quoi, et de dire par exemple que le Pégase, eh bien, c'est une classe spécialisée de horse et d'une autre en même temps, ce qu'on appelle l'héritage multiple en programmation. Il y a des langages qui le proposent, mais en Java on ne peut pas. Par contre, plus tard, on verra, on aura une vidéo dédiée sur ce qu'on appelle les interfaces, qui permet un petit peu, si vous voulez, de dire qu'une classe implémente, donc là on ne parle pas d'étendre, mais d'implémentation, et une classe pourra implémenter plusieurs interfaces à la fois. D'accord, donc c'est un petit peu un système qui évite simplement de faire l'héritage multiple, parce que ça peut poser beaucoup de problèmes au niveau du code. Par contre, avec les interfaces, vous verrez qu'on pourra faire des implémentations multiples. Mais on fera une vidéo dessus, donc je reviendrai en détail pour parler des interfaces plus tard. Voilà au niveau en tout cas de tout ce qui était héritage. Alors on n'a pas fait le tour, de ce que je voulais aborder, mais en gros, vous savez comment créer une classe, donc dit une classe mère, d'accord, donc la classe, voilà la super classe si vous voulez, donc ici c'était horse. Vous savez comment créer une de ces classes filles, d'accord, éventuellement une classe fille. Voilà, donc ici c'est notre classe Pegasus. À partir de là, on a vu qu'on pouvait accéder aux choses donc de la classe au-dessus avec super. Alors si on veut par exemple forcer, je sais pas si j'avais fait, voilà, regardez move ici, comme ça, et puis ici admettons que j'ai redéfini ma classe, move comme ceci, voilà, par exemple ceci, je pouvais très bien, alors je sais pas comment je peux le faire, parce que ça en fait il a vraiment fallu qu'il soit en dehors, ou en gros de dire qu'un cheval il affiche pas les infos, on aurait pu faire ça, et ensuite de dire Pégase qui va faire, et il va appeler en fait, oui je fais super, la méthode move de horse, et après il affiche quand même ce message là, ce qui fait que du coup ce qu'on aurait fait au niveau du code, pour vous montrer un peu la différence là, voilà. Alors est-ce que j'ai tout? Voilà, c'est ça, l'animal se déplace. Pourquoi l'animal? Ah oui, est-ce que l'animal se déplace, je l'ai mis ici.
Au final, c'est pas forcément... Non, du coup, c'est le Pégase se déplace. On va éditer un comme il faut. Voilà. Et du coup, bon, on partira du principe que le cheval, on affiche rien. Et là, vous voyez, quand on utilise cette méthode move redéfinie, on dit, bien, tu vas utiliser tout ce que... Donc, on va faire un appel à la méthode move de la classe parent. Donc, on utilise encore une fois le mot-clé super. Voilà, on peut le faire pour appeler comme ça une méthode d'une classe parent. Et ensuite, bah, on a rajouté autre chose dans cette méthode, donc on affiche ce texte. Voilà, donc on peut tout à fait utiliser ça. Super peut permettre d'appeler, en l'utilisant tout seul, le constructeur de la classe parente. Mais si vous mettez super suivi d'un point et suivi d'un nom de méthode, bah, ça va chercher une classe dans une méthode, pardon, dans la classe parente. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Donc, encore un nouveau mot-clé. On avait this pour this qui fait référence à l'instance courante qu'on avait vu lors de la construction d'une classe. Et maintenant, vous avez ce nouveau mot-clé, super, qui permet d'accéder à une information, le constructeur ou une méthode autre que le constructeur, d'une classe parente lorsqu'il y a une relation d'héritage. Alors j'essaie de rien oublier parce qu'encore une fois il y a tellement de choses qu'il faudra aborder. Alors il va y avoir pas mal d'autres vidéos qui vont réutiliser l'héritage et on va voir d'autres choses, et donc, notamment on va parler des interfaces, on va parler des classes abstraites comme vous le verrez, et on parlera du polymorphisme, donc ce sera sous d'autres vidéos, parce que si j'avais tout mis en une seule vidéo, on aurait une vidéo de 4 heures là, pour parler de tout ça. Sur quoi je peux terminer? Alors oui, on peut également vérifier, parce que vous voyez que là par exemple on crée pas mal de... on crée différentes instances de quelque chose, et vous avez un petit mot-clé très pratique en Java. Si par exemple à un moment donné vous avez besoin de vérifier si un objet est propre à une instance particulière. En gros, par exemple de dire ici est-ce qu'on a bien un Pégase et pas autre chose. Donc vous avez un mot-clé qui est instance of, comme ceci, très simple à utiliser, et que vous pouvez par exemple vous en servir dans une condition. Vous pouvez par exemple faire ceci. Si P est de l'instance, par exemple, on va mettre Pégase, parce que sinon ça ne marchera pas. Ce genre de choses. Pourquoi là, n'est-ce pas, je mets jamais d'espace moi ici. Et bien on peut dire du coup, voilà. Qu'on va refaire. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, c'est un mot tout seul, comme ça, pour dire, ça c'est l'objet, donc la variable qui contient votre objet, instance of, et ensuite ici le nom de la classe en question. Et si cette variable est bien d'une instance de cette classe, de la classe que vous mettez ici, et bien évidemment l'expression là sera valide, donc vous pourrez par exemple rentrer dans une condition. Très pratique. Donc je vous donne ce petit mot clé parce que je pense pas qu'on l'avait, je pense pas que je vous l'avais donné dans une vidéo précédente. Donc tant que j'y pense, autant que je vous le donne, comme ça au moins ce sera fait. Et ça peut servir dans pas mal des cas, et on s'en servira un peu plus, notamment quand on abordera le polymorphisme. Donc comme ça au moins il sera vu en avance. Voilà pour ça, sur quoi je peux terminer. Ah oui, tout à l'heure vous avez dit que, notamment pour le cas du Pégase ici, on terminera là je pense cette séance avec ça, je veux pas en fait pouvoir permettre à l'utilisateur par exemple de dire, eh bien je vais créer par exemple une classe qui étend Pégase. Et pour ça nous avons un autre mot-clé, donc là on aura pas mal de mots-clés sur cette vidéo, qui est final. Et final s'utilise de plein de manières. On peut déjà l'utiliser pour dire qu'une classe sera finale. Une classe finale, donc avec le mot-clé final, veut dire en fait qu'elle est non étendable. On ne pourra pas en fait créer une classe fille de celle-ci, d'accord, qui va étendre cette classe-là. Donc par exemple pour mon Pégase, ici je peux mettre ce mot-clé ici, d'accord, avant le mot-clé classe, et ça veut dire que je pourrais jamais, par exemple, je pourrais pas m'amuser à faire, alors je vais faire une, je vais même pas l'écrire, mais en gros, très rapidement, je vais mettre super Pegasus, voilà, mais en gros, je peux pas m'amuser à faire ça. Je ne ferai pas du code, bien sûr ça sert à rien. Je ne pourrais pas du coup dire voilà, que j'ai une classe qui étend Pégase, pardon, puisque cette classe est final, est indiquée final, donc elle est finale. Elle ne peut pas être étendue, d'accord, très important. Si vous voulez empêcher la possibilité d'étendre une classe, il faudra utiliser ce mot-clé. Et du coup, il sera impossible de l'étendre. Je vais l'enlever, voilà. On peut également utiliser ce mot-clé pour une méthode. Admettons ici au niveau du cheval, je dis que cette méthode move est final, c'est-à-dire par exemple empêcher que les classes filles redéfinissent cette méthode, c'est-à-dire que va empêcher le fonctionnement par exemple de cette méthode là. Donc absolument utiliser move. Je rappelle que quand j'avais fait le test tout à l'heure, ça donnait ça. On va recompiler quand même pour être sûr. Vous voyez, le Pégase utilisait sa méthode à lui, d'accord, ouais, c'est le texte là, le Pégase se déplace.
Si je veux empêcher ça, je peux le faire ici. D'accord? Là, on va recompiler. Java, bien sûr, j'invente des mots. Je fais des tables en trop, désolé. Et là, voilà. J'allais dire oui, mais une exception, c'est normal qu'il y ait une exception. Pour vous dire tout simplement, voilà, on essaye d'override, donc on essaye en fait de redéfinir une méthode final. Et c'est pas possible. Voilà, donc évidemment, on empêche absolument ça. Et du coup, bah là, on saura qu'on ne peut pas redéfinir cette méthode. Donc on sera obligé d'utiliser la méthode de la classe parente. Et là, évidemment, il n'y aura plus de problème. Voilà, et vous voyez que du coup, bah, le Pégase utilise la méthode move du cheval. D'accord? Et non pas une qu'on aurait redéfinie. Voilà comment on peut faire ça. On peut également l'appliquer pour un attribut. Si à un moment donné vous avez besoin d'avoir un attribut bien précis, c'est un petit peu comme quelque chose de final, et bien on aurait par exemple, je sais pas moi, je vais mettre protected. Alors, je ne sais pas quelle information, mais en gros, on aurait quelque chose ici, hein, la somme data de je ne sais quoi, avec une valeur, parce que c'est quelque chose qui ne pourra pas bouger, d'accord, qui ne pourra pas changer. Donc, par exemple, on aurait une valeur, alors je mets n'importe quoi ici pour l'exemple, mais sachez qu'on peut l'utiliser comme ça. On peut également s'en servir, ça c'est important aussi, par exemple dans la création ici de valeurs. Ici par exemple on voit que dans ce code, eh bien, on ne modifie pas x et y jamais, d'accord, jamais je modifie la valeur de x et y, donc rien ne m'empêcherait de dire ceci. Je ne modifie pas les valeurs de ces attributs là, donc on peut les indiquer final aussi. Et enfin, on peut également localement, c'est-à-dire au sein d'une méthode, si on avait besoin par exemple à un moment donné ici de créer une variable qu'on ne va jamais modifier, d'accord, on pourrait également le faire. Et puis je mets n'importe quoi, voilà. Pour dire, bah, en gros, c'est un peu comme si on avait une constante. Limite, on pourrait même la mettre en majuscule. Pour dire, voilà, une fois qu'elle est déclarée, on ne pourra pas modifier ça. D'accord? Elle est final, donc on ne peut pas la modifier. Donc c'est une manière d'indiquer, c'est pour ajouter de la lisibilité au code, pour indiquer bah, qu'en fait, ces informations-là ne vont pas être modifiées. D'accord? On ne changera pas leur valeur, donc elles sont finales aussi. On utilise du coup le mot-clé final. Voilà, plein de cas possibles. On peut utiliser final pour une classe pour l'empêcher d'être étendue, sur une méthode pour l'empêcher d'être redéfinie, et sur des paramètres de méthode ou même pour une variable en local pour empêcher tout simplement d'être modifiée, d'accord, pour indiquer qu'elle est finale, donc non modifiable. C'est un petit peu comme un const en fait, comme le C++, hein. Si vous faites de la programmation objet en C++, vous savez qu'on peut utiliser le mot-clé const notamment pour faire ce genre de choses. Bah, c'est un petit peu pareil. Voilà, donc là on a final qui est propre justement à des exemples comme ça. Voilà. Alors que faire avec cet héritage? Pour terminer cette vidéo, bah, vous voyez que du coup vous pouvez créer, quand vous créerez plein de classes au niveau de vos projets, donc au niveau de vos programmes, vous pourrez créer des relations d'héritage. Mais là où c'est génial aussi, c'est que vous allez pouvoir sans problème, eh bien, prendre une classe de Java. Je sais pas, par exemple, vous avez vu qu'on avait par exemple String Builder, rappelez-vous, c'est une classe de Java qu'on avait déjà utilisée. Eh bien rien ne m'empêche, d'accord, c'est tout à fait possible. Sauf si bien évidemment la classe était marquée final, car rappelez-vous qu'une classe final ne peut pas être étendue. Mais je peux dire par exemple, je sais pas, genre je fais ma classe à moi comme ceci. D'accord, je prends un exemple tout bête. Bon, il faudrait bien sûr faire les imports qu'il faut bien pour String Builder, mais bon, de toute façon je vais pas compiler le code, donc c'est pour vous montrer en gros. Donc là, bon, il faudrait faire le import, hein, voilà, pour avoir tout ce qu'il faut. Et on dirait simplement, bah, classe. Et bien sûr, vous pouvez étendre une classe native de Java, d'accord, pas obligé que ce soit une classe à vous. Pour dire, bah voilà, je vais, merci, il me l'a remplacé automatiquement, merci. Pour dire, bien, je vais en fait partir de la classe String Builder de Java, telle qu'elle est faite, mais je vais éventuellement redéfinir certaines méthodes pour changer ce comportement, changer comment elle fonctionne. Vous pouvez faire ça, et c'est justement tout le principe. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué concernant l'encapsulation et tout ça, qu'on n'avait pas forcément besoin de savoir comment était construite en fait une classe. Ce qu'on veut juste savoir, c'est les méthodes qu'elle possède, c'est-à-dire ce qu'elle nous permet de faire, cette classe-là. Et après, bon, on peut sans problème l'étendre si on veut pour changer le comportement d'une classe. Pour créer en fait une classe qui fonctionne un peu différemment, mais se base quand même sur un modèle existant. Donc voilà comment on peut faire ça. Et d'ailleurs, pour terminer la séance, rappelez-vous de tout ce qui concernait les exceptions, hein, qu'on avait vu précédemment. Eh bien, vous pourrez éventuellement créer une classe. Par exemple, vous avez besoin de gérer un certain type de données particulières. Je sais pas, par exemple, ici, on peut dire les coordonnées. Vous voyez, on a des coordonnées précises. Et on pourrait, par exemple, dire, bah, si les coordonnées, je sais pas moi, si on fait, on va vérifier tout ça. Par exemple, d'un coup, ici, on demandait une coordonnée X, mettons. Et la personne, bah, on veut dire bah, que si la coordonnée X est plus petite que 0, elle sera pas bonne. Pour, alors, peu importe la raison, eh bien, on pourrait très bien dire...
alors de base en tout cas, de faire ceci, if x par exemple est plus petit que 0, de lever nous-mêmes une exception. Alors ça je ne l'avais pas forcément montré précédemment, mais c'est pas grave parce que je voulais le garder ici, parce que comme on devait aborder l'héritage, c'était mieux d'attendre l'explication concernant l'héritage pour voir ça. Donc au lieu d'attendre la levée d'une exception faite automatiquement par une classe en Java, évidemment, vous pouvez vous-même manuellement lever une exception. Donc le plus simple et le plus générique, c'est de faire par exemple ceci, et de dire voilà, je sais pas moi, donc un message qui serait évidemment explicite par rapport à ça. Et vous avez levé une exception. Alors dans l'idéal même d'ailleurs, on devrait faire ceci. Et là où c'est intéressant, parce que ça, vous voyez que c'est un petit peu trop générique, c'est un peu trop vague, hein, j'en avais parlé précédemment, rappelez-vous, sur les exceptions, j'avais commencé un peu à parler d'héritage en vous disant qu'une exception, c'est un peu trop vague. Ça peut tout être en fait comme exception, ça peut concerner un fichier, ça peut concerner une structure de données, ça peut concerner l'environnement d'exécution, ça peut concerner une variable, ça peut concerner, enfin, tellement de choses que c'est beaucoup trop vague, Et bien rien ne vous empêcherait, encore une fois, de faire, je sais pas moi, horse exception, de dire, je sais pas, j'ai une classe pour gérer les exceptions propres au cheval. Alors, je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais on peut tout à fait faire ça. Qui étant la classe exception du langage Java, d'accord, ça c'est pas moi qui l'a créé cette classe, c'est Java qui l'a créé, mais on étend cette classe, et du coup, on pourra redéfinir tout un tas de choses. Rappelez-vous que les exceptions, elles ont notamment deux méthodes très pratiques, parmi tant d'autres, qui sont getMessage, d'accord, que vous pouvez du coup redéfinir si vous voulez, et la fameuse print stack trace. Pareil, soit vous laissez le comportement tel qu'elles ont par défaut, pas de problème, et si vous voulez par exemple changer notamment la méthode getMessage pour qu'elle affiche quelque chose de bien particulier concernant ici votre cheval, et bien vous pouvez le faire aussi. Et à partir de là, au lieu de faire un throw new exception, et bien on aurait simplement ceci. On dit que notre constructeur il peut éventuellement lever une horse exception, donc notre exception à nous, notre classe à nous, et ici on ferait ça. Voilà, donc là, si vous avez compris tout ce que j'ai dit, et je m'excuse par avance que c'est vraiment pas évident de l'expliquer, et en plus de ça, j'ai parlé d'héritage sur pas mal d'autres formations, j'en ai parlé en C++, j'en ai parlé en Python, tout ça, et c'est vrai que quand on parle des mêmes notions, qu'on répète un petit peu les mêmes notions, mais sur plein de langages différents, du coup, voilà, j'essaie de pas forcément tout dire de la même manière, mais je peux pas non plus réinventer des nouveaux mots à chaque fois, donc c'est pas toujours évident de l'expliquer, mais si vous avez compris toutes mes explications, et bien tant mieux. Si c'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas à revoir éventuellement la vidéo, un peu plus lentement aussi, parce que j'ai parlé assez vite quand même pour pas que ça traîne trop en longueur, et si vraiment vous bloquez sur des choses bien spécifiques, posez des questions dans les commentaires, vraiment n'hésitez pas, parce que c'est très important de comprendre ça, et si vous comprenez un petit peu ce principe d'héritage, vous aurez compris énormément de choses pour la suite, et ça va grandement vous faciliter la vie quand vous allez justement travailler sur des vrais projets. Donc voyez un petit peu le principe et surtout l'utilité, encore une fois, pas des exceptions, mais de l'héritage. C'est qu'à partir de là, on peut réutiliser du code. Et c'est justement tout le principe de la programmation objet. Du fait que nous travaillons avec des classes, et bien ces classes, encore une fois, et ça rejoint tout ce que je vous avais dit, on se fiche de savoir comment elles ont été faites. C'est-à-dire que là, j'ai pas besoin d'aller voir dans le code de Java pour voir comment sont faites les classes de Java. Je peux sans problème ici créer ma propre classe d'exception sans même savoir comment a été écrite cette classe-là qui est native à Java. Juste, à partir du moment où je connais les méthodes, et ça on les trouve dans la documentation, pas besoin de les apprendre par cœur, et bien je peux redéfinir tous les comportements que je veux, et je peux du coup avoir une classe qui va utiliser toute la puissance d'une classe native de Java, mais qui sera adaptée à une partie bien spécifique de mon programme. Parce que, évidemment, vous comprenez bien que le langage Java ne gère pas des exceptions pour un cheval, d'accord? Sinon, il faudrait créer 15 000 scénarios différents, donc il y aurait des millions et des millions de classes d'exceptions différentes, et le pire de ça, c'est que même avec des millions et des millions, il en manquerait. Voilà, il n'y en aurait jamais, en fait, on n'aurait jamais la totalité des choses, puisqu'il existe une infinité, en fait, de possibilités. Du coup, voilà, vous pouvez faire ça en tant que développeur, étendre des classes, que ce soit des classes natives du langage ou vos propres classes, et du coup avoir comme ça des relations et une hiérarchie bien spécifique à votre projet. Et je pense que on a fait un petit peu le tour par rapport à tout ça. Alors on aura pas mal d'autres choses, c'est-à-dire que toute cette partie concernant l'héritage va introduire d'autres notions très importantes en programmation objet, qu'on verra évidemment dans d'autres séances. On va s'arrêter là, je pense que la vidéo était suffisamment longue, je vois que ça fait un peu plus d'une demi-heure de vidéo, donc c'est pas mal comme ça.
N'hésitez pas encore une fois, s'il y a des questions, des petits soucis par rapport à ça, et surtout entraînez-vous. L'avantage, voilà, c'est qu'avec l'héritage, là, vous avez vraiment moyen de vous exercer, de faire votre petit programme. Vous voyez, là, j'ai développé comme ça un petit truc très simple, de simuler par exemple des personnages qu'on pourrait déplacer, tout ça. Donc, même s'il n'y a pas d'interface graphique, c'est pas grave. À partir du moment où vous avez une console, vous pouvez simuler des déplacements juste avec du texte, d'accord? Donc, vous verrez peut-être pas d'animation ou de choses visuelles, mais c'est exactement tout pareil. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de surcouche graphique, mais vous pouvez simuler parfaitement tout un tas de choses comme ça au niveau de vos programmes. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, comme ça vous comprendrez bien ce principe d'héritage. Vous pouvez toujours vous servir un petit peu de ce schéma, même s'il est quand même relativement simple et il n'y a pas grand chose à montrer. Mais voilà, si vous avez compris que tout ce que possède une classe étendue, tout ce qui a une classe étendue concerne en fait sa classe parente, et bien au moins vous aurez compris pas mal de choses par rapport à ce concept d'héritage en programmation orientée objet. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance de Java. Je pense que la prochaine fois, nous parlerons de classe abstraite, je crois. Mais il y a tellement d'autres notions, on verra un petit peu. En tout cas, on va aller un peu plus loin sur l'utilisation justement de l'héritage et des différentes classes en Java. Ciao!